Merci Francis Gillot de nous accueillir pour cette 9e étape de mon projet, donc qui vise à interviewer Alex Ferguson, ni plus ni moins. Et donc j'ai commencé par interviewer un entraîneur de district, puis à chaque fois je suis monté de niveau, donc aujourd'hui c'est la 9e étape. Et donc je suis arrivé à l'entraîneur de Ligue 1, et puis ça tombe bien parce que vous c'est plus de 380 matchs de Ligue 1, il y a 44 matchs de Coupe d'Europe, une Coupe de France, et puis des places de 4e, 5e, 7e en championnat de Ligue 1. Justement, quel regard portez-vous sur votre carrière d'entraîneur de Ligue 1 ? Je trouve que quand on se pose en fin de carrière, on est content de ce qu'on fait. Ce qui n'est pas le cas quand on est en activité, on veut toujours plus, on n'a pas le même regard. Et puis quand on finit sa carrière et qu'on regarde ce qu'on a fait, on se dit c'est pas si mal que ça. Parce que on compare aussi avec d'autres entraîneurs qui ont une renommée, qui n'ont pas forcément les mêmes stats que vous. Donc c'est bien de se poser de temps en temps et puis d'apprécier ce qu'on a fait. On est un peu plus bienveillant avec soi une fois qu'on se pose que quand on est dedans. C'est vrai que quand on est dedans, il y a tellement de choses qui se passent au quotidien qu'on n'arrive pas à faire un point bien précis et puis on pense pas à s'arrêter. Donc quelque part, on n'est pas à l'heure des bilans. Par contre, quand il faut faire les bilans comme moi aujourd'hui, qui approche à la soixantaine, je me dis que ce que j'ai fait, c'était bien, parce qu'il y a eu des challenges difficiles à relever, notamment au début, avec la prise en main du RC Lens qui était mal en point, l'Europe derrière. Après, je me suis remis en question également à Sochaux, oui, où on n'était pas bien à la trêve. Donc j'ai repris des clubs en cours de saison, et ça a plutôt bien marché, puisque les clubs ont été sauvés. Et puis après, j'ai eu la chance d'aller à Bordeaux, où un club un peu plus huppé. Et puis là, j'ai eu la chance de gagner une Coupe de France. Il n'y en a qu'une, mais c'est une belle victoire, parce que c'est un jour inoubliable. Et puis, ça faisait 27 ans qu'ils n'avaient pas gagné à Bordeaux. Et ça fait plaisir de donner du plaisir aux gens, en fait. Vous avez commencé en 96, donc à prendre une équipe de U16, et puis vous avez gravi les échelons en 9 ans à peu près, en étant adjoint Ligue 1 et puis passant entraîneur de Ligue 1. C'était une volonté de votre part d'y aller étape par étape, ou ça s'est fait naturellement finalement ? En fait, ça a été un parcours un peu spécial, puisque j'ai fini à Lens, après je suis allé à Montauban pendant 3 ans, où j'ai fait des cours à l'IPC de Toulouse, Institut de promotion commerciale. Je voulais éventuellement reprendre une affaire, mais en parallèle, je passais mes diplômes d'entraîneur avec le CNED. Donc j'ai passé mes diplômes par le CNED, et puis après j'ai postulé pour aller dans des clubs. C'est François Blacard qui était à Sochaux, qui était directeur du centre à Sochaux, qui m'a demandé de venir pour prendre les 15 ans. Et en fait, je suis pas resté 9 ans, je suis resté 7 ans. En alternant des passages avec les jeunes, donc les 16 ans, les 18 ans, où on était champion de France d'ailleurs en 18 ans. Et puis parfois j'étais adjoint des entraîneurs de l'équipe première, notamment Philippe Anziani et Jean Fernandez. Ils m'ont demandé de venir faire des piges avec eux, donc j'ai alterné les deux. Puis après je suis parti à Dubaï avec Bruno Metsu, donc une première expérience à l'étranger, où ça s'est bien passé également. Et puis après, je suis revenu à Lens comme adjoint. Donc voilà, je pense que prendre les jeunes, ça permet de s'épanouir en tant qu'entraîneur, parce qu'on arrive, on est tout neuf, disons, on connaît pas trop comment ça va se passer. Ça nous permet d'expérimenter certaines choses, des séances d'entraînement. Et puis si on se trompe, c'est avec des jeunes qui sont un petit peu plus conciliants que des professionnels qui tout de suite vont vous cibler quand vous faites une erreur. Donc voilà, c'est un parcours qui a été naturel pour moi, et il y a différents parcours qu'on peut faire quand on veut devenir entraîneur professionnel, mais le mien m'a convenu parce que ça m'a permis d'avoir de bonnes bases au départ, surtout avec une personne comme François Blacard qui m'a beaucoup appris pendant les 3 ans où j'ai vécu avec lui. Et c'était une ambition pour vous de devenir entraîneur pro, et donc de Ligue 1, ou est-ce que vous auriez pu rester formateur ou rester entraîneur amateur, par exemple, avec, je sais pas moi, amateur peut-être pas, parce que si on passe les diplômes, c'est pour à un moment donné passer le pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs amateurs qui sont aussi bons que vous, et qui n'ont pas la chance d'avoir ce cursus de
de pouvoir aller un petit peu au-dessus. Après, au niveau de la formation, je crois que j'avais fait le tour aussi. C'est vrai que à un moment donné, on a envie de voir autre chose. Après, c'est les événements qui font que vous êtes adjoint, l'équipe ne marche pas, et puis on vous demande de prendre l'équipe. Donc, c'est pas tellement vous qui décidez, c'est le club dans lequel vous êtes qui décide de vous faire passer un cap. Voilà. Après, ça aurait pu mal se terminer, ça aurait pu être jusqu'au mois de juin, et puis après retourner comme adjoint. Mais il se trouve que on a eu des résultats tout de suite, et puis qu'après on est lancé dans la carrière. Et la carrière est lancée pour. Ouais, la première année, moi je dis toujours, il faut pas la rater. La première expérience en pro, il faut vraiment réussir et à avoir des résultats, parce que vous êtes vite catalogué comme un loser ou un winner, comme on dit. Mais c'est vrai que les 6 premiers mois c'est très très important. Il faut réussir, il faut avoir des résultats, il faut convaincre. Et même après, quand on est lancé pendant 2 ou 3 ans, on est un petit peu plus conciliant quand vous avez une période un peu plus délicate. Plus creuse, ouais. Et on va parler du jeu. Comment on peut définir le style de jeu des équipes de Francis Gillot? Et quel football vous aimez exactement? Moi, en fait, quand j'ai démarré à Lens, je jouais en 4-4-2 à plat, avec 2 attaquants, 2 sur les côtés qui étaient vraiment des attaquants, puisque j'avais Harouna Dindan, j'avais Tomer, j'avais Jussier, j'avais Cousin, plus Sédou Keita qui était milieu et qui était un ancien attaquant aussi. Donc j'aimais bien jouer dans ce profil-là. J'ai moins joué en 4-3-3, je sais pas pourquoi, c'est pas un système qui me convenait, mais j'aimais bien jouer avec 2 attaquants. Donc j'ai joué pendant 2 ans et demi comme ça avec Lens. Et puis il se trouve qu'à Bordeaux, à Sochaux, j'ai continué comme ça, même si j'ai joué en losange, en 4-4-2, mais en losange. Oui, en losange, ouais. Avec Boudebouze, Martin, Maïga, Brandt, j'avais des éléments. Ouais, Anna, Kevin Anna en position axiale. Où j'avais beaucoup de joueurs offensifs, donc je les faisais jouer aussi. J'avais parfois 5-6 joueurs offensifs dans l'équipe. Puis à Bordeaux, j'ai essayé de rejouer en 4-4-2, à plat. Ça n'a pas marché. Du coup, avec les profils que j'avais, Tremolinas et Mariano, j'ai joué à 3 derrière. Et puis, donc en 2012, j'ai joué en 3-5-2 à l'époque. On a l'impression qu'aujourd'hui c'est un nouveau système, mais ça faisait un moment que je le jouais. Qui était utilisé depuis 2012 en fait. Puis ça a bien marché aussi. Donc en fait, il faut faire en fonction du profil de vos joueurs. Quand vous avez un effectif qui permet certaines choses, il faut les valoriser avec certains postes. Oui, c'est ça. Il faut savoir cibler les qualités de chacun de vos joueurs et ensuite voir comment on peut les disposer sur le terrain et articuler tout ça en fait. C'est vrai qu'à Bordeaux, on avait des problèmes de défense quand on jouait à 2 dans l'axe, donc à 4 derrière. Et le fait d'avoir Tremolinas qui préfère attaquer plutôt que défendre, et Mariano qui est arrivé à la trêve hivernale, où j'ai vu très vite que c'était plutôt un contre-attaquant qu'un bon défenseur. Donc j'ai essayé de les faire monter très haut. Et puis avec 3 défenseurs axiaux, où ils s'occupaient que vraiment de la partie défensive, ça m'a permis d'avoir une équipe très offensive, mais en ayant un axe de 3 joueurs axiaux qui tenaient la route également. Et ça, on le voit très vite quand on arrive dans un club ou quand on recrute des joueurs, on voit très vite quel style de jeu on va mettre en place, quel système de jeu, quel plan de jeu. Il faut parfois 2 mois, 3 mois, il faut les matchs de préparation. Parfois on se dit on va commencer comme ça, et puis au bout d'un mois, quand on a repris le championnat, qu'on n'a pas les résultats escomptés, on essaie de changer très vite. Mais ça c'est le feeling de l'entraîneur. C'est vrai qu'un entraîneur, il y a les systèmes, il y a tout ce qu'on veut, mais après il faut sentir les choses, et puis il faut mettre en place des choses. Après il faut les connaître, les systèmes, il faut les adapter à vos joueurs. Donc c'est pas facile, parce qu'on peut pas faire ça du jour au lendemain, il faut les travailler à l'entraînement. Donc ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et puis il faut concerner le joueur. Le joueur, c'est une remise en question pour lui. Et comment on fait justement pour transmettre cette ambition de jeu, ce système de jeu à son staff et à ses joueurs justement? Il faut lui faire comprendre que c'est mieux pour lui de jouer comme ça, parce qu'il va jouer sur ses qualités. Et un joueur qui aime pas trop défendre, si on lui dit tu vas plus attaquer que défendre, lui ça lui convient. Donc il faut aussi les séduire par ces choses-là.
le mettre dans ses bonnes dispositions pour servir l'équipe derrière. Et puis après, on voit qu'à l'entraînement, ça marche. Donc, lui s'y retrouve. Et puis, les entraîneurs également. Et ça passe par beaucoup d'explications, par la communication, par il faut la mise en place sur le terrain. Beaucoup de tableaux noirs, mise en place aussi sur le terrain. Et puis après, corriger les choses. Parce que les principes restent les mêmes, mais il y a 2-3 détails qui changent. Donc, il faut les imprégner. Et puis, c'est par la communication, bien sûr. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un épisode de votre carrière. C'est la période Sochaux. Donc, vous arrivez là-bas en 2008. Vous faites 2 saisons avec des résultats moyens, on va dire, 16e, 14e. Et puis, il y a cette 3e saison où l'équipe, c'est le festival. On a une équipe qui est louée pour son beau jeu, qui finit 5e à la fin de la saison avec les Martin, Bounbouz, Perkis, enfin voilà, du très beau jeu. Justement, comment se sont passées ces 3 années avec ces résultats moyens, et puis comment vous avez réussi à transformer cette équipe avec ces beaux résultats sur la 3e année, quoi. En fait, on m'appelle en janvier, la famille Peugeot m'appelle en janvier 2008. C'est que le club n'est pas bien, puisque ils sont derniers avec 6 points de retard sur le premier relégable. Donc évidemment, en étant dans cette position, c'était dur de finir en fin d'année dans les 10 premiers. La première année était déjà se sauver, c'était presque inespéré pour toutes les personnes qui aimaient ce club. Donc la mission était accomplie. Après la 2e année, évidemment, on n'a pas pu prendre les joueurs qu'on voulait, puisqu'on était l'année d'avant pas dans une place où on pouvait attirer beaucoup de bons joueurs. Donc on a formé des jeunes. Alors quand on forme des jeunes, évidemment, c'est valorisant pour eux, mais on perd des points parce que ça manque d'expérience, et puis il faut les amener au haut niveau, et ça se fait pas du jour au lendemain. Et avec les matchs joués, c'est vrai qu'on parle toujours de Bouz, Martin, mais il y a eu Butin, il y a eu beaucoup d'autres joueurs. Quand ils ont eu une 50aine de matchs dans les jambes, évidemment, pour la 3e année, ça a été beaucoup mieux, puisque ces joueurs-là qui avaient du talent, en plus, ils avaient de l'expérience. Donc, c'était des joueurs à 20 ans qui avaient déjà pratiquement 80 matchs de Ligue 1. Donc, évidemment, c'est tout bénef pour le reste. Et puis, on avait recruté la 3e année 2 ou 3 bons joueurs, dont Brown et Maïga, qui marquaient des buts. Oui. Donc, on avait vraiment une équipe très offensive, avec Kevin Hanna qui était devant la défense, et qui était un ancien ailier droit déjà, au Havre, plus Maurice Belay, Boudebouz, Martin en 10 et 2 attaquants, Brown et Maïga. Donc vous voyez, plus moi je demandais mes latéraux de monter. Donc c'était une équipe séduisante, ça a bien marché, puisqu'on a terminé 5e. Mais voilà, il faut construire. Et à Sochaux, on pouvait construire qu'à partir des jeunes. Donc voilà pourquoi les 2 premières saisons, elles ont été difficiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entraîneurs, on leur laisse pas le temps de travailler en profondeur. Il leur faut des résultats tout de suite. Et même s'il y a un bon réservoir de jeunes dans le club, ils laissent pas le temps d'aller les chercher pour les faire jouer un peu plus. Il faut avoir un environnement spécifique dans le club pour pouvoir mettre ça en place. Il faut bien s'entendre avec le responsable de la formation. Moi, j'allais tous les week-ends voir les matchs des 16 ans, 18 ans. Je passais tous mes week-ends sur le terrain. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs professionnels. Bon, ils vont pas voir les jeunes et ils vont pas voir la réserve. Mais je pense que c'est utile pour voir de visu les bons joueurs. Les différents profils qui pourraient progresser suffisamment pour ensuite intégrer la Ligue 1. Parce qu'on vous dit, il n'y a pas de joueurs, ils sont pas bons, mais quand vous y allez, vous faites une idée vous-même du potentiel des joueurs au club. Oui, puisqu'au final, tous les ans, il y a des nouveaux joueurs qui explosent, et souvent, ils explosent justement pas dans leur club formateur. C'est de plus en plus des gars qui sont repassés en national, par exemple. Oui, ça arrive aussi, des joueurs qui explosent un peu plus tard. Plus tard, en post-formation. Après, c'est vrai que quand ils ont joué plus ailleurs, évidemment, ils progressent plus facilement. Et on dit parfois, les entraîneurs, ils ont raté tel ou tel joueur. Non, c'est pas vrai. Parce qu'au moment où vous l'avez, il n'a pas le niveau pour aller en équipe première. Et ce qui fait qu'il va jouer en équipe première, c'est parfois un effectif un peu plus réduit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des effectifs de 30 joueurs.
Donc l'entraîneur, au lieu de mettre un jeune sur le banc, il va mettre un joueur à peu près confirmé qui a déjà des matchs dans les jambes. Donc parfois, la difficulté des clubs fait qu'on est obligé de lancer des clubs et les jeunes, ils bénéficient de ça en fait. Oui. Et en fait, c'est toujours, on ramène ça aussi à la culture du résultat et l'obligation du résultat qui fait que des fois, on ne va pas prendre le risque. En Ligue 1, on est obligé d'avoir des résultats. Bien sûr. On est jugé que sur les résultats. À la fin, il faut se maintenir ou obtenir une belle place, ça dépend du club dans lequel on est. Quoi. Alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a parfois des bons jeunes qui arrivent, qui ont 17 ans, on voudrait les mettre, mais comme on a un devoir de résultat pour se sauver, par exemple, à Sochaux. À Sochaux, oui. À Lens, c'était pareil. Au début, c'était pas facile. On a eu 2 années difficiles, donc on est obligé de laisser un petit peu les jeunes de côté et puis de faire avec le groupe qu'on a, puisque après il faut aussi une bonne ambiance dans le groupe. Si vous laissez de côté des joueurs confirmés en dehors du groupe, au profit de jeunes, on a d'autres problèmes aussi humains. Donc voilà, il faut essayer de contenter tout le monde. C'est pas facile. Et de voir que ce projet sur 3 ans aboutit la 3e année, comment on réagit, comment on vit ça exactement, de voir qu'en fait tout ce qu'on a mis en place depuis 2 ans et demi, ça porte ses fruits, c'est bons résultats. Ouais, c'était bien, mais je me souviens que le dernier match de préparation sur la 3e année, on avait pris 3-0 contre Nancy et avant de démarrer le championnat, on n'était pas plus sûr que ça. Pas serein, quoi. Non, parce que j'avais changé de système 15 jours avant. Pendant la préparation, je voyais que ça n'allait pas. Donc, je voulais jouer en losange, donc comme on a joué la saison. Oui. Mais le temps de préparer, on a perdu les derniers matchs de préparation. Les gens, ils étaient inquiets. Et puis après, on a démarré le championnat. On a enchaîné tout de suite des victoires. Et on a pris confiance dans le système. Et ça s'est bien passé jusqu'à la fin, en fait. Ouais, le train était lancé. Ce qui est rare, parce que souvent, on a 1 ou 2 tempêtes dans la saison. Et là, ça a roulé. Il n'y a pas eu de creux dans c'était assez valorisant parce qu'on a vraiment passé une très bonne année. En fait. On va parler un petit peu plus de l'entraînement et de la gestion de l'entraînement. Comment vous fonctionnez avec votre staff? Est-ce que vous êtes plus observateur, vous déléguez, ou est-ce que vous étiez vraiment partout, à gérer, à créer les séances et puis à les animer, les diriger chaque exercice? Alors, les créer, oui. J'ai tout le temps fait mes séances. Et après, évidemment, avant d'aller sur le terrain, on avait une réunion avec tout le staff technique, entraîneur des gardiens, adjoint et puis entraîneur des préparateurs physiques. Donc ça, c'était quelque chose qu'on faisait tous les jours, une réunion avant, pour déterminer les rôles des uns et des autres. Donc, on l'a fait pendant toute ma carrière comme ça. Ça a bien marché puisque mes adjoints, ils prenaient leur compte et leur plaisir, parce qu'en fait, sur le terrain, j'étais moins dans l'intervention. Je laissais les exercices. Par exemple, mon adjoint, il faisait les exercices techniques au départ. Après, mon deuxième adjoint, au niveau tactique, il s'occupait. Et moi, je mettais une note de temps en temps. Donc, ils se régalaient. C'était pas des gens qui mettaient que les coupelles. Poser les plots, ouais. Et à chaque fois, je suis resté 8 ou 9 ans avec le même staff. Et s'ils sont restés avec moi, c'est qu'ils y prenaient du plaisir, autrement ils seraient partis. Ils trouvaient leur bonheur dans le fonctionnement, l'imbrication de votre staff. Ils avaient la même philosophie, parce que quand on se côtoie toute la journée, pendant des années, évidemment, les discours qu'on dit aux joueurs, ils les ont aussi en eux. Donc, quelque part, on se ressemble. Quelque part, au bout de 2 ou 3 ans, on a la même philosophie de jeu. Et c'est ça qui facilite les choses. Et un entraîneur pro, ça dirige un nombre incalculable de séances sur une saison. Ouais. Comment on fait pour pas être rébarbatif dans les exercices et puis dans la manière de communiquer aussi auprès des joueurs? C'est pas facile. En fait, moi, j'ai pris le parti de garder aucune séance. C'est-à-dire que repartir à chaque fois d'une feuille blanche. Ouais. Et alors, c'est bizarre parce que je revois parfois des gens qui me disent: tiens, j'ai eu des séances de ton adjoint qui m'a envoyé. Et je dis: ah, c'est bien, parce que moi, j'en ai aucune, en fait. Et c'était une remise en question, parce que même si on fait à peu près les mêmes séances, les équipes, il faut les faire différemment, donc par rapport à son effectif. Et puis, moi, je partais souvent
d'une phase de jeu pendant un match qui n'a pas marché ou qui a bien marché. Donc j'essaie de reconstruire une séance à partir d'exercices que j'avais vus, d'un mouvement que j'avais vu pendant le match. Donc c'était une adaptation aux problématiques du moment. Ouais. Et... Après, bon, il y avait des exercices types qui revenaient de temps en temps. Mais bon, Giroud, il a fait ces mêmes séances pendant 50 ans et puis ça marchait bien aussi. Donc après, aujourd'hui, c'est vrai que la nouvelle génération, ils veulent du changement et c'est presque primordial de changer continuellement les séances. Même pour l'entraîneur, pour voir autre chose, pour amener et puis nous, on a envie de voir des choses par rapport à ce qui n'a pas marché au dernier match. Donc, par rapport à la vidéo, on fait des choses, et puis après, il faut qu'on corrige sur le terrain. L'intérêt, c'est de mettre le joueur sur un problème, en fait, et qu'il réfléchisse de lui-même sur ce problème. Bah, souvent, on réfléchit pour lui, donc on lui dit ce qu'il faut faire, après, il faut qu'il le ressente, et puis après, il faut qu'il le refasse machinalement. Il faut pas qu'il se dise, tiens, l'entraîneur m'a dit de faire ça. Non, il faut qu'il ressente au fond de lui que c'est ça qu'il faut faire. Analyser, comprendre la situation et bien la traiter, et adapter le comportement adéquat. C'est pas des moutons, il faut absolument qu'ils se prennent en charge, qu'ils se responsabilisent aussi, et il faut qu'ils fassent d'eux-mêmes les choses. Nous on propose, eux c'est eux qui sont sur le terrain. On parlait de la vidéo là juste à l'instant, justement c'est un outil qui est arrivé au fur et à mesure de votre carrière, qui est maintenant omniprésent dans les staffs. Qu'est-ce que ça apporte justement dans le métier d'entraîneur et quel plus ça apporte dans le métier d'entraîneur? Beaucoup de choses, c'est quand même quelque chose qui est très très important aujourd'hui, puisque avant on se basait simplement que sur des ressentis de match, et quand on disait au joueur voilà ce que tu as fait, le joueur comme il l'a pas en tête, il n'était pas forcément d'accord avec vous. Donc ça, c'était... Par contre, quand on a les images aujourd'hui, quand on fait un retour individuel avec un joueur, qu'on lui montre des choses, voilà, c'est les images. Il peut pas dire non. Pas dire c'est pas arrivé. C'est pas arrivé comme ça. Et puis même dans la préparation, moi je vois beaucoup aujourd'hui, les entraîneurs, ils font des causeries à partir de séquences sur l'adversaire, sur eux aussi, ce qu'ils doivent faire. Donc... c'est plus facile, c'est moins rébarbatif que tout le temps prendre un paperboard. Aujourd'hui, les entraîneurs, ils utilisent moins les paperboards et ils utilisent plus la vidéo pour vraiment montrer les images qu'ils veulent montrer de l'adversaire ou les images qu'ils veulent voir de leur équipe. Donc, je trouve que c'est un plus indéniable. Donc ça, faut que ce soit utilisé dans chaque staff pro, mais même en amateur aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Oui, même en amateur, je pense qu'il y a beaucoup. Après, ça dépend comment c'est filmé aussi. C'est vrai qu'en amateur, c'est moins bien filmé parce qu'il n'y a pas les moyens comme on dispose nous en Ligue 1. Mais c'est vrai qu'il y a des retours qui peuvent être intéressants par rapport à certaines images. Donc moi, j'ai jamais été entraîné par Francis Gillot. Moi, je connais que le personnage public, et j'emploie bien le mot personnage public. Comment vous étiez avec vos joueurs, quelle relation vous aviez avec eux, votre manière de communiquer avec les joueurs? Ça dépend avec qui. En fait, avec les joueurs qui se donnaient les moyens de réussir, ça se passait très bien. Et puis, comme j'étais très perfectionniste, avec ceux qui faisaient pas ce qu'il fallait, ça se passait parfois moins bien. Hein, je le reconnais. J'aimais les professionnels au sens large du terme, les joueurs qui faisaient bien leur boulot. Donc, ils venaient pratiquement jamais dans le bureau parce qu'ils faisaient les choses correctement. Et par contre, avec ceux qui n'étaient pas dans le droit chemin, dans le cadre, ça se passait parfois plutôt mal. Mais c'était mon travail de les remettre dans le droit chemin. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les entraîneurs laissent faire. Moi, c'est une sensation que j'ai. Qu'avant, on avait une génération d'entraîneurs qui était plus en conflit avec les joueurs parce qu'ils voulaient rien laisser passer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes entraîneurs ferment les yeux, pour la plupart. Enfin, je dis pas tous, hein, évidemment. Donc, c'est un mode de management, mais peut-être que c'est la seule solution aussi pour durer. Donc, pour garder son groupe sous pression. Oui. Donc, après, chacun fait comme il le ressent. Moi, c'était mon caractère comme ça. Et voilà, donc... après, pour garder un poste, peut-être qu'il faut être moins dans le conflit et un peu plus dans la bienfaisance.
c'est aujourd'hui ce que la plupart font. Donc, moi, je les blâme pas. Je pense que c'est la solution aussi, parce que la nouvelle génération, elle est différente et il faut s'adapter. Mais pour moi, ça aurait été dur de continuer si je ne change pas, en fait. Donc, est-ce que c'est comme j'ai arrêté, bon, je me pose pas la question, mais oui. si j'avais continué ce métier, je pense que j'aurais changé ma façon de faire aussi. Vous auriez dû vous remettre en question par rapport à ce la mode gestion humaine. De gestion. Ouais. Mais est-ce que c'est pas le plus dur finalement dans le rôle de l'entraîneur, c'est la gestion de l'humain en fait, de ce groupe d'humains? Oui, c'est le plus dur, mais après il y a une tendance où on est considéré comme dur, hein, genre Vaïd, Lilozzi, qui est considéré très dur. Bon, il y avait Antonetti, il y avait Girard, c'est un peu ma promotion. On était quand même beaucoup plus dur à l'époque qu'aujourd'hui avec les entraîneurs, où on n'entend plus d'entraîneurs qui sont durs avec leurs joueurs. Donc, je sais pas, si vous en connaissez un, profils, si vous en connaissez un qui a une réputation d'être dur, moi je vois pas qui. J'en vois pas. Aujourd'hui, dans la jeune génération, non, je ne vois pas non plus. Non. Donc ça veut dire qu'ils ont pris le bon créneau et que c'est la façon d'entraîner aujourd'hui. Vous avez dit une fois en interview qu'il était difficile de sortir les joueurs de leur confort. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus lié, on en a parlé tout de suite, à la génération ou au type de joueur, ou est-ce que ça tient aussi au cadre du club là, en fait? En fait, je me suis trompé là-dessus parce que c'était par rapport à Bordeaux, je pense. C'est ça. Mais après, en réfléchissant, je crois que j'avais dit une connerie, parce que en réfléchissant, à l'époque, quand il y avait la grosse génération avec Giresse, avec Lizarazu et compagnie, ils habitaient Bordeaux et ils ont été champions de France. Donc c'est pas une question de cadre et de ville, en fait. C'est une question intérieure d'état d'esprit, de mentalité. Parce que bon, ces joueurs-là, ils ont été champions de France je sais pas combien de fois, alors qu'ils étaient à Bordeaux. Donc, bon, j'ai parlé peut-être un peu trop vite de ça, parce que j'ai pas réfléchi au départ, mais je pense que c'était pas une question de confort, en fait. Il y a des joueurs, même quand on les met à Bordeaux, ils ont envie de réussir, et puis il y en a, quand on les met à Bordeaux, ils sont comme ils seraient ailleurs, donc ça change rien, non. Et vous avez entraîné dans des stades avec des publics différents, le stade Bollaert avec son super public par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en compte dans sa manière d'être et dans sa manière de communiquer au quotidien, ou avec ces joueurs aussi dans ces causeries? Est-ce que le public, en fin de compte, vous en tenez compte dans vos causeries? Oui, bien sûr, on en tient compte. Après, tous les supporters aujourd'hui, c'est une notion importante dans les clubs, parce qu'ils demandent des comptes. Communication avec les dirigeants, les dirigeants, après les responsables des supporters, c'est important aussi. Moi, j'avais des réunions avec les supporters, partout où je suis passé, à Sochaux, à Bordeaux et à Lens. Après, les supporters de Sochaux, ils sont moins nombreux qu'à Lens, ils font peut-être moins de bruit, mais il faut les écouter également. Je pense que ça fait partie prenante du métier. Ils veulent se rendre compte du travail qu'on fait, ils veulent des résultats, ce qui est logique. Après, il ne faut pas que ça empiète non plus trop par rapport à certains débordements, mais je trouve que c'est quand même important qu'on ait un public et qu'on bosse pour ce public. Donc les supporters, c'est quand même très très important pour tout le monde. Il faut qu'ils soient impliqués dans la vie du club, il faut une partie intégrante du club. Après, il ne faut pas que ça déborde non plus, mais quand on les respecte, ils vous respectent, et quand ils voient qu'on essaye avec les joueurs de faire le maximum, généralement ça se passe bien, parce que même s'il n'y a pas de résultats, ils voient qu'on travaille, et on ne peut pas toujours avoir des résultats, même en travaillant. Oui, et puis en expliquant, on obtient une certaine indulgence aussi, et une bienveillance aussi. On explique. C'est sûr que quand il y a des explications à tous les niveaux, après, quand il y a des mauvais résultats, au moins, on n'est pas dans un non-dit, et ça se passe mieux. Oui, donc la communication, finalement, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé par l'entraîneur, et notamment la relation avec la presse, qui est un exercice assez difficile. Ouais, il n'y a pas que la presse. En fait, quand on arrive dans un club, on est au milieu, il y a les supporters, il y a les dirigeants, on est obligé de communiquer avec eux, il y a les joueurs, il y a votre staff technique, il y a toutes les personnes qui travaillent dans l'environnement du club aussi.
les personnes au quotidien, qu'on voit pratiquement plus que votre femme, hein, parce que pendant 12 heures par jour, ils sont là, l'intendance, tout ça. Et puis évidemment, il y a... Partie médicale aussi. Oui, le staff médical, et puis il y a la presse. Alors la presse, c'est différent parce que c'est public, donc là, ça peut revenir dans les journaux, que le reste, non. Mais c'est sûr que c'est une donnée importante du métier d'entraîneur. C'est une partie du panel de compétences que doit avoir l'entraîneur. Ouais, après, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. On sait que on va avoir tel type de questions après tel match. Quand il y a un événement dans la semaine, on sait que ça va revenir là-dessus. On prépare ce qu'on va dire. Mais bon, à un moment donné, il y a toujours un mot qui pour vous n'a aucune signification, mais que pour eux, ça a beaucoup de signification, et puis que ça va broder autour de ça, et puis ça va ça va partir en live, voilà. Ouais. C'est comme ça. Et est-ce qu'on arrive à s'auto-réguler, à se dire, ils vont sans doute m'interroger sur tel type de problématique, il ne faut pas que je sorte de mes gonds, ou ça puisse me déstabiliser. Moi, ça ne me dérangeait pas, moi j'étais cash. Donc au début, je faisais un peu plus attention qu'à la fin, parce qu'à la fin, j'avais plus envie de m'auto-censurer. Oui, puis il y avait les résultats qui parlaient pour vous aussi. Ouais, peut-être pas que pour ça, mais voilà, au début, on est un bon élève avec la presse, et puis on répond aux questions, c'est carré, et puis après on se fait quelques ennemis. Quelques copains, ouais. Il y a quand même des gens avec qui je suis resté en bon terme. Mais bon, après, quand on voit dans la salle quelques têtes qui vous ont un petit peu dégommé, on n'a plus envie de répondre ce qu'ils ont envie d'entendre et d'être sympa avec eux. Ouais, c'est un petit jeu, on gère. Ouais, c'est un petit jeu comme ça. Bon, ça me plaisait assez. C'est vrai que ça ne m'a pas servi beaucoup sur la fin, mais ça ne me dérangeait pas, en fait. Ouais, vous étiez concentré sur vos objectifs avec l'équipe et sur le foot. Justement, un entraîneur de Ligue 1 qui doit avoir des résultats parce qu'il est dans un club de haut de tableau, on va dire, qui joue la Coupe d'Europe, qui se déplace donc à l'étranger. Est-ce que c'est du coup un métier qui est fatigant? Et comment on fait pour gérer cette fatigue physique et puis émotionnelle, psychologique surtout? Ouais, c'est vrai que, bon, après, il y a beaucoup de choses. En fait, j'ai appris à travers la formation que je fais en ce moment avec les entraîneurs qu'il faut se donner du temps libre, avec des moyens pour décompresser, comme le yoga, comme un sport. Et c'est vrai que j'arrivais pas à couper, moi. C'est-à-dire que c'était football 100%. C'était football du lundi au dimanche. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, on s'épuise. On n'arrive pas à trouver une bouffée d'oxygène à travers un sport, par exemple faire du golf ou faire du yoga, ou s'occuper un peu plus de la famille, des enfants. Et c'est vrai qu'on s'asphyxie. Et ça, peut-être, si c'était à refaire également, je ferais différemment. Mais on a peur aussi de dire, tiens, que va dire le président si je viens pas au club? Voilà, c'est des questions toutes cons, comme ça. Ouais, si je suis pas présent, qui font, il suffit que le président arrive le lundi après-midi une seule fois dans la semaine et qu'il vous trouve pas, vous dire, lui, il bosse jamais, en fait. Ouais. Et surtout si vous avez perdu le week-end avant. C'est tout con comme raisonnement, mais en fait, qu'on gagne ou qu'on perde, il faut s'octroyer au moins 2 demi-journées dans la semaine pour couper. Et ça, j'ai pas réussi à le faire. Ça, c'est vrai que si c'était à refaire, je referais différemment. Et la gestion du temps, justement, c'est une notion très, très importante. Donc l'entraîneur a 100% concentré sur son staff, son équipe, etc. Comment il fait pour progresser, lui, pour apprendre de nouvelles choses? C'est dur. C'est dur, en fait, parce qu'on pense football, évidemment, quand on est à l'entraînement, puisqu'on est dans l'actualité, mais la nuit, c'est pareil. En fait, on dort moins bien après une défaite, après une victoire. Même après une victoire, on dort pas. Il y a tellement d'excitation. Donc, en fait, votre semaine est déjà foutue parce que lundi, on n'a pas dormi le samedi soir, donc c'est compliqué. Et le dimanche, il y a des crassages, il y a les problèmes quand on a perdu, parce qu'il y en a un qui n'est pas rentré, l'autre qui n'a pas joué. Enfin, il y a beaucoup de choses à régler. Donc, la fatigue physique s'accumule, la fatigue mentale aussi. Et il faut trouver un moyen de couper avec tout ça, ce qui n'est pas évident.
Donc il faut sortir l'esprit de tout ça. Et j'avoue que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Ouais, c'est un exercice qui est déposer le cerveau au football et remettre le Parce qu'il y a la fatigue normal. physique et mentale. Donc physiquement, on fait une sieste d'1 heure ou 2, ça va, on va récupérer. Mais par contre, mentalement, le problème, il reste dans la tête longtemps. Et puis, moi, j'ai coutume de dire, quand on est entraîneur, on a 2 ou 3 problèmes tous les jours à régler. Donc... c'est un gestionnaire de problèmes. Ouais, il y en a une 30aine dans la semaine, donc ça fait beaucoup. Ouais. Et puis, il faut les résoudre. Il faut faire en sorte de les résoudre. Donc, voilà. Donc ça, c'est épuisant. Ouais. Et puis, on a toujours un qui arrive quand on a réglé quelque chose. On se dit c'est bon. On se dit c'est bon. Ben non, il y en a un autre qui arrive très vite. Voilà. C'est comme ça. C'est partie du métier. Est-ce que dans votre parcours d'entraîneur, dans votre cursus, dans votre apprentissage, est-ce qu'il y a eu des personnes clés qui vous ont donné envie de devenir entraîneur ou qui vous ont aidé à passer des caps précisément tout au long de votre carrière? Pas forcément, en fait. Bon, j'ai eu des entraîneurs en tant que joueur, c'est sur ceux-là où on se base quand même. Alors, il y a eu beaucoup de bons entraîneurs quand j'étais joueur. J'ai eu des personnes comme Gérard Rouillet, comme Gérard Banide, Henri Kasperzak, Arnaud Dos Santos. Après, j'ai démarré quand j'étais jeune joueur à Valenciennes avec des anciens qui sont moins connus, Erwin Wilczek, Déméné. Enfin, donc j'ai eu beaucoup de bons entraîneurs. J'ai eu la chance de côtoyer. Donc on prend le meilleur des uns des autres. Ouais. Ouais. Puis on essaie de faire une sauce avec ça, avec ce que nous on ressent. Et voilà, je me suis pas tellement inspiré quand vraiment j'ai commencé ce métier de personnes, de gens connus, d'entraîneurs connus. Non, j'ai plutôt essayé de faire comme moi je le ressentais. Et vous avez commencé en étant formateur, vous êtes devenu entraîneur, ouais. Et là vous redevenez formateur en transmettant en fait votre expérience et toutes les compétences que vous avez acquises au long de votre carrière. Ça, c'est un retour logique, Non, ça s'est fait comme ça. J'y croyais même pas. On m'a contacté, mais autrement, c'était pas prévu comme ça. En fait, bon, il y a des modes. À un moment donné, c'était Guardiola. Aujourd'hui, c'est Klopp. Après, ça dépend de l'équipe que vous avez. Pour moi, un bon entraîneur, c'est celui qui tire le maximum du potentiel de son équipe, en fait. Peu importe, l'entraîneur amateur, évidemment, il va pas être reconnu comme Klopp ou Guardiola, mais si il emmène son équipe au plus haut de ce qu'il peut faire, pour moi, c'est un très bon entraîneur. Évidemment, on va pas se comparer, nous, avec des gens qui ont des joueurs de très très haut niveau. Donc, il faut faire le mieux avec l'équipe qu'on a, avec l'effectif. Et voilà, c'est pas le fait de dire moi j'aime bien Klopp. Oui, mais t'as été voir des entraînements, t'as assisté à des causeries? Non. Donc on sait pas ce qu'il fait, on sait pas ce qu'il demande. On n'a que la vision de l'extérieur. On a une vision, oui, il a l'air sympa, il a l'air convivial, il est bien, il est dans la bienfaisance, tout ça, ok. Mais on le connaît pas, on sait pas ce qu'il fait. Peut-être les joueurs, ils s'emmerdent avec, hein. Je sais pas, hein. Peut-être. Ouais, on sait pas tout ce qu'il a fait la semaine pour arriver à ce résultat du week-end. Donc, moi, je préfère ne pas dire n'importe quoi et dire oui, j'aime bien d'apparence comme ça, mais c'est qu'une apparence. Travailler, savoir ce qu'il fait, je sais pas. Donc, je préfère ne pas me comparer à qui que ce soit, en fait. Et les gens qui sont en amateur, c'est pareil. Ils se reposent sur quoi? Est-ce qu'ils ont été dans des clubs? Est-ce qu'ils ont assisté à des causeries d'avant-match? On n'accueille pas les gens dans les causeries d'avant-match. Moi, j'y vais en ce moment parce que c'est mon boulot. C'est votre rôle, oui. Mais on n'accueille jamais. Hein. Déjà, le président, quand il vient, c'est déjà limite. Donc, voilà, on sait pas ce que les entraîneurs disent aux joueurs. Oui, et pourtant, il y a beaucoup de gens qui se font leur avis juste sur le match. Défensif. Qu'est-ce qu'il a dit à la causerie? On ne sait pas. Puis, quels sont les profils de ces joueurs? Est-ce qu'il y en a qui sont blessés? Enfin, des fois, on tire des conclusions sur des matchs. On entend des commentaires de matchs. Ouais, il est défensif. Non, il a peut-être demandé l'inverse. Mais les conditions de jeu font qu'à un moment donné, l'adversaire est plus fort. On recule. C'est pas ce que l'entraîneur a dit, mais c'est l'adversaire qui vous fait faire ça, en fait. Oui, le foot, c'est une science, mais c'est très inexact. Ah bah oui, évidemment. Science, ouais. C'est facile, hein, sur le tableau, paperboard, mais attendez, on va faire ça.
Après, il y a un adversaire qui pense différemment et qui font des choses différemment. Qui vous amène à vous adapter en permanence. Bien sûr, c'est une adaptation permanente, tout le temps. Il fait sortir un joueur, il passe dans un système différent. Comment vous réagissez? À la mi-temps, qu'est-ce que vous allez faire pour rectifier le tir parce que ça marche pas? Un entraîneur, c'est ça, c'est au moment donné faire le bon changement. Déjà, faire la bonne composition d'équipe. C'est pas si évident que ça. Le bon système, bonne composition d'équipe, les joueurs, lequel, entre deux, l'hésitation, pourquoi on met celui-là. Après, à la mi-temps, c'est rectifier les choses. Si on fait pas de changement, rectifier les choses, amener quelque chose offensivement, défensivement, ce qui n'a pas marché, faire quelque chose pour que ça marche, changer un joueur éventuellement. Après, la deuxième mi-temps reprend. Quel changement je fais? Est-ce que je change de système? Enfin, dans la tête, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est juste des réflexions par rapport à des faits de jeu, mais après, il y a la manière aussi de le dire aux joueurs et de le faire comprendre aux joueurs. Le joueur qui sort, évidemment, il n'est pas content. Celui qui rentre, il pense qu'il n'a pas assez de temps pour prouver. Donc, il n'est pas content non plus. Personne n'est content, quoi. Donc, en fait, moi, je prenais l'habitude, dans le vestiaire, quand les joueurs s'échauffent, de faire tous les figures possibles, en fait. Anticiper ce qui pourrait se passer. Bon, lui, s'il se blesse, comment je fais? Lui, si ça marche pas... Voilà, donc j'ai ma liste des remplaçants, voir un peu qui peut faire quoi. Comme ça, bon, on n'anticipe pas tout, mais on a quand même une petite idée de ce qu'on peut faire, en fait. Donc on est déjà dans la réflexion avant le match, en pensant que peut-être ça va pas marcher. Oui. Donc, voilà, donc l'entraîneur est un pessimiste, en fait. Non, réaliste, de nature, en fait. Ouais. Il est réaliste. On sait que quand on est entraîneur, on a les bons moments, ils sont comptés, alors que les mauvais moments, ils sont nombreux. C'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. C'est le football, en fait. C'est le football, en fait. C'est beaucoup de ratés pour... Aujourd'hui, en Europe, le seul qui est content aujourd'hui, c'est Klopp, parce qu'il n'a pas perdu de match, en fait. Oui, c'est ça. Si, il a perdu en Ligue des Champions, mais c'était pas trop grave. Mais voilà. Et après, le reste du temps... Il gagne. Il a la belle vie, lui, pour l'instant. On prend Guardiola, il a 15 points, donc il ne doit pas être content non plus. Hein. Non plus, non. Mais n'importe qui serait content d'être à la place de Guardiola, même avec 15 points de retard. Ouais, mais avec l'équipe qu'il a, je pense qu'il doit être déçu quand même. Ah bah oui, bien sûr. Donc, donc quelque part, il n'est pas content. Bah oui. Il est entraîneur perfectionniste, de toute façon. Ouais. On veut toujours gagner. Donc, et jouer de la meilleure manière. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas trop le montrer. Et peut-être sur la fin, je l'ai montré un peu trop, que j'étais pas content. Mais ça, c'est une façon de faire aussi. Oui, de faire réagir peut-être aussi. Faire passer il y en a qui perdent 4 matchs de suite. On a l'impression en conférence qu'ils ont gagné leur 5e match d'affilée. Hein. Ça, c'est une histoire de com. Hein, il faut savoir le faire. Ouais, il faut pouvoir le faire aussi. Parce qu'il y a des entraîneurs, ils reculent devant rien. Ils perdent leur 5e match, mais c'est comme si c'était leur 5e victoire consécutive. Ouais, donc il n'y a rien qui transparaît. Hein. Il faut le faire, ça. Oui, mais les gens, ils se font avoir. Hein. Ceux qui écoutent, ils se font avoir. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Bah, pendant ce temps-là, il s'est accordé un petit peu de temps. Voilà, c'est les apparences qui... Aujourd'hui, on est dans un monde d'apparence. Il faut paraître. Donc l'entraîneur... Quand on a des gros soucis, il faut... C'est ça, il faut dire tout va bien et l'équipe va s'en sortir. On voit avec des... Bon, après, quand on est là pour sauver un club, évidemment, c'est ce qu'on essaie de faire. On ne va pas arriver comme à Sochaux, quand je suis arrivé, 6 points de retard. Je ne vais pas dire, les gars, c'est foutu. Hein. On va passer 6 mois, mais ça va être... c'est foutu. Non, on essaie quand même de mettre en place des choses pour que ça marche. Heureusement. Oui, parce que finalement, vous arrivez là pour sauver l'équipe. Hein. Moi, je parle plus au niveau de la conférence, quand il y a des entraîneurs qui perdent leur 3e ou 4e match, on a l'impression que c'est pas le cas, en fait. Donc ça, c'est une façon de faire aussi. Oui, c'est une façade, quoi. Oui, c'est une façade. On donne ce qu'on veut à l'extérieur, mais à l'intérieur, on sait ce qu'on doit faire. Ouais. On arrive vers la fin de cette interview. Alors j'ai une question que je pose à tous mes interviewés. C'est si un jeune vient vous voir et vous dit « Moi, j'ai envie d'être entraîneur de foot et peut-être même entraîneur pro », qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce que vous lui conseillez de faire pour y arriver? En fait, c'est ma fonction aujourd'hui, puisqu'on a 10 entraîneurs et qui veulent vraiment toucher le haut niveau. Donc, en fait,
L'envie, elle est permanente. Il y en a qui ont vraiment envie. Après, c'est une question d'opportunité, c'est-à-dire que la plupart du temps, il faut faire les choses correctement. Mais après, c'est pas vous qui allez décider, c'est quelqu'un qui va vous pousser à ce poste-là. Moi, j'ai eu la chance que Gervais Martel me nomme entraîneur alors que j'étais adjoint. Il aurait pu prendre quelqu'un de l'extérieur. En fait, c'est un coup de pouce. C'est quelqu'un qui m'a aidé à devenir entraîneur de Ligue 1 d'une équipe professionnelle. Mais parfois, il y a des bons entraîneurs qui n'arrivent pas à arriver à ce poste-là parce qu'ils n'ont pas l'opportunité à un moment donné. Donc, évidemment, je vais les encourager parce que c'est un métier extraordinaire, malgré toutes les contraintes, toutes les choses négatives qui peuvent arriver. Mais c'est quelque chose... Quand on a une victoire, par exemple la victoire en Coupe de France en finale, ou des matchs de Coupe d'Europe qu'on a gagné in extremis, ça remplace tous les mauvais moments qu'on a rencontrés. Et aujourd'hui, les mauvais moments, je m'en souviens même plus. Je me souviens que des bons moments. Bon, il y en a eu pas mal, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut bien bosser, très bien bosser, pas forcément être trop impatient. Il faut essayer de bien maîtriser tout, et puis à un moment donné, bing, vous allez avoir votre chance. Ouais. La chance de votre vie, et celle-là, il ne faut pas la rater. Parce que le milieu, il ne va pas vous rater. Il va vous tacler directement. Ouais. Donc, il y en a qui ont eu cette chance, malheureusement pas assez longtemps, et qui sont revenus au point zéro. Donc, il faut tout reconstruire pour être prêt de nouveau et repartir de plus belle, en fait. Donc c'est de la passion, de la passion, de la passion. Ouais, c'est de la passion, et puis une aide extérieure qui, à un moment donné, va vous propulser vers la Ligue 1. Mais il y a des entraîneurs amateurs qui trouvent beaucoup de plaisir aussi dans ce qu'ils font. Donc après c'est complètement différent. Hein. L'entraîneur amateur, souvent, il a un boulot à côté qui lui donne satisfaction. Et, voilà, il veut pas faire autre chose. Donc, il faut essayer de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, peu importe le niveau. C'est la fin de cette interview. Je vous remercie vivement, Francis Gillot, de nous avoir accueillis puis de nous avoir accordé cette heure à peu près de questions-réponses. C'était très passionnant. Merci. C'est gentil, merci.